Alors, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux à cette première avec Muguette Bruno. Nous avons normalement 35 personnes qui devraient arriver sur cette conférence. On commence dès maintenant parce qu'on ne voudrait pas dépasser l'horaire qu'on vous a donné. Donc aujourd'hui, je reçois Muguette Bruno qui va se présenter dans quelques instants. Parce que nous avons des sujets communs toutes les deux, que sont les neurosciences, l'intelligence émotionnelle. Et pour certains d'entre vous l'ont peut-être rencontré en janvier dernier lors d'un accutimatoire qu'on avait organisé à Rennes. Mais ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de parler effectivement des émotions qu'on peut vivre dans le contexte actuel de confinement que l'on vit tous depuis 2 mois, plus ou moins bien. Et à quelques jours du déconfinement et de ce que ça va engendrer dans les façons de travailler, que l'on soit en solo ou que l'on soit collectif, on sait que ça engendre de l'anxiété, de la peur, du stress. Mais moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est que Muguette nous amène une façon de voir qui est la mienne, très individualiste que je suis. C'est que de toute situation complexe que l'on peut vivre, on peut transformer ça en positif. Et donc, Muguette, je l'ai invitée aujourd'hui à partager ça avec nous, en fait, à vous donner des clés pour pouvoir transformer ce qui pourrait être plombant en quelque chose de positif. Et donc, elle a mis un mot, ce que je ne connaissais pas, qui est l'optimalisme. Donc, elle va vous parler d'optimalisme et d'émotion. Et voilà. Alors, ça va se passer en à peu près 3 temps, on est d'accord, Muguette? Ouais. À chaque partie, on vous laissera la possibilité de poser des questions par écrit, parce que comme on est quand même très nombreux, c'est très compliqué de donner la parole à tout le monde. Et j'ai encore des gens qui arrivent et que je suis en train d'admettre en même temps que je vous parle. Donc, je fais 2 choses à la fois, c'est pour ça que je ne suis pas là forcément hyper concentrée. Donc, bonjour à tous ceux qui y arrivent. Si vous pouvez tous vous couper vos micros, ce serait top. Et donc, je le redis, il y aura un temps de questions pour chacun. Donc, vous pourrez poser des questions par écrit et moi, je serai le médiateur pour Muguette dans la façon d'agir, en sachant que vous allez avoir aussi des exercices pratiques, des vraies clés d'outils à utiliser au quotidien. Donc voilà, donc là j'ai 23 participants qui sont déjà là. Si ceux qui n'ont pas coupé leur micro peuvent couper leur micro, de toute façon, ce que vous entendiez tous bien, Muguette, ce serait topissime. Bonjour Indico. Bonjour. Bonjour Illico, voilà. Donc tous ceux qui n'ont pas coupé leur micro, coupent leur micro. Vous avez une petite étiquette en haut à droite qui vous permet de mettre en muet. Comme ça, on n'entendra pas les bruits que vous pourrez faire. J'ai encore une personne qui arrive que j'admire. C'est juste Aurélie, pour moi sur mon ordinateur, c'est en bas à gauche, le muet. Oui, le muet, mais sur ta propre étiquette individuelle, tu fais un petit truc activer, désactiver aussi. D'accord. Voilà, ça évite de chercher. Donc, nous avons Marc qui arrive encore. J'admets encore les derniers. Ça va être… on est à 25. A priori, il en manque 10. Bonjour pour les derniers qui arrivent. Il y en a plein qui ne sont pas en caméra, mais c'est très bien. Comme ça, comme j'enregistre, voilà, Marc est dans sa voiture, donc visiblement. Bonjour Marc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si un monsieur est par là quand même. Alors, voilà, pour ceux qui arrivent, merci de couper vos micros de façon à ce qu'on entende bien Muguette. J'ai Charline qui était arrivée, qui est repartie, qui revient du coup. Voilà, je suis à 26. Donc, on va y aller. Je gère les entrées. Je ne dirai plus bonjour, donc ne soyez pas vexés. Et je laisse la parole à Muguette qui prend le lead sur l'intervention d'aujourd'hui. Je te remercie Aurélie, puis merci à vous tous d'avoir manifesté de l'intérêt pour un sujet qui pouvait sembler un peu original, mais je trouvais que c'était important. On a beaucoup échangé avec Aurélie d'apporter des clés nouvelles pour permettre de vivre non pas le monde d'après, mais moi j'ai envie de dire le monde d'avec ce qui nous est arrivé et comment nous allons pouvoir trouver des solutions pour y faire face, parce qu'en fait on a une grosse boîte à outils. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. J'ai travaillé dans l'économie du sport en tant que chef d'entreprise pendant près de 25 ans. Et j'ai bien sûr, dans le monde du sport, énormément travaillé sur les comportements, les émotions. Je me suis spécialisée dans les neurosciences, l'intelligence émotionnelle, et j'ai créé des outils au service du management, puisque je trouvais que c'était vraiment un sujet sur lequel moi j'avais beaucoup souffert en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeante. Et si on avait pu me transmettre ces outils-là plus tôt, ou si ça avait été
des modes de management qu'on nous enseignait, je pense que j'aurais beaucoup mieux vécu ces périodes-là. Bref, aujourd'hui, je les ai créées par moi-même et je suis vraiment contente de vous les transmettre. Alors, effectivement, on va peut-être même rester que sur 2 sujets, émotion optimaliste. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de la récupération du chef d'entreprise ou des managers. Et je trouvais que c'était important d'aborder dans un premier temps les émotions, car tous, on est en train de vivre et on vit quand même un contexte émotionnel qui est plus que particulier. Et il faut se rendre compte, et je pense qu'on s'en rend tous compte, que la sortie de crise, elle ne sera pas juste un simple retour à la normale. Il y aura des entreprises qui arriveront rassurées, sereines, qui seront prêtes à repartir. Et puis, vous aurez ou à saisir des opportunités. Puis, il y aura les entreprises qui, elles, eh bien, seront peut-être en panne ou en difficulté pour redémarrer. Et puis, en plus, à l'intérieur de ces entreprises, vous avez chaque individu qui aura vécu différemment cette période de confinement. Certains l'auront vécu isolé, d'autres en famille. Certains auront peut-être eu des proches malades, auront été eux-mêmes malades. Certains auront été actifs. Aurélie est très active pendant toute cette durée, mais il y a des personnes qui n'ont plus du tout d'activité. Et c'est quand même très difficile à vivre. Donc, il y a vraiment des vécus qui vont être extrêmement différents. Et ces vécus, ils vont pouvoir ou fédérer ou ils vont diviser. Et ça, il faudra être très vigilant et ça se prépare maintenant. Et j'ai envie de vous dire que toutes ces craintes, ces incertitudes face à la reprise du travail, ça peut être une opportunité, comme ça peut être quelque chose qui va être une espèce de bulle émotionnelle collective qui peut exploser et être comme une bombe à retardement. On vit tous en ce moment quelque chose d'émotionnellement très fort, qui est en plus alimenté journellement H24 par une société qui crée ces angoisses, ces peurs, ces incertitudes. Cette bulle émotionnelle collective, elle ne va pas comme ça se disparaître. Hein. On va l'amener et nous, dans l'entreprise, quand on va reprendre, certains d'entre nous vont reprendre lundi ou mardi, et ça, il va falloir le gérer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, comment est-ce que je peux désamorcer cette bulle émotionnelle? Surtout que je vais arriver dans l'entreprise où il y aura une réorganisation, une reprise du travail sera différente, les gestes seront peut-être même différents. On parle de distanciation physique et depuis plusieurs semaines. Et là, on va se retrouver aux côtés de nos anciens collègues. Donc, il y a tout un contexte qui va amener des flots d'émotions fortes. Et il va être important pour les managers et pour chacun d'entre nous de on va dire, les acclimater, les apprivoiser. Voilà. Et justement, il était important de comprendre que on peut désamorcer cette bulle émotionnelle et qu'on peut reprendre le contrôle sur nos mentales. Parce que ça, nous en sommes vraiment capables. Il faut juste le comprendre et pour ça, il faut l'expérimenter. C'est pour ça que j'ai proposé à Aurélie de faire des petits exercices où vous allez chacun pouvoir vivre des moments où vous allez voir vos émotions changer, se transformer. C'est vraiment le but du jeu. Alors, à l'écran, je ne vois qu'Aurélie, enfin, les petites pastilles. Du coup, je m'axerai sur tes expressions, Aurélie. Alors, ce que je t'invite à faire, si tu peux, c'est d'en haut à droite, tu vas pouvoir changer toi ton écran à toi. Ah ouais, avec le petit damier là. Voilà, c'est ça. Et donc là, tu auras les visages de tout le monde, je pense. Ok. Voilà. En même temps, ça va faire beaucoup de gens à gérer. Même si je ne peux que ma tête. Ouais, et je te vois toi, c'est bien. Voilà. Et donc du coup, reprendre le contrôle sur nos mentales, ça passe par comprendre comment on en est capable, comment on peut modifier une émotion. Et ça, je vais vous le proposer en faisant déjà un exercice en live. Si vous êtes prêts, si vous êtes d'accord, autant plonger tout de suite dans l'expérimentation. Et je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous remémorer le plus beau coucher de soleil que vous ayez jamais vu. On a tous vécu à un moment donné un magnifique coucher de soleil. Et vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Vous êtes tous bien confortables, en sécurité dans votre fauteuil face à votre ordinateur. Vous ne risquez absolument rien. Et je vous propose de regarder à l'intérieur de vous ce qui est en train de se passer. Vous êtes devant ce coucher de soleil magnifique. Alors peut-être est-ce à la mer, peut-être est-ce à la montagne. Je ne sais pas. Il y a peut-être des gens à côté de vous. Peut-être une chaleur particulière.
Et regardez ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. La beauté, la plénitude de ce moment. Essayez de le ressentir. Peut-être même y a-t-il des odeurs, il y a peut-être un petit vent qui est en train d'effleurer votre peau. Prenez toutes ces sensations à l'intérieur de vous et sentez le bien-être. C'est la plus belle expérience de coucher de soleil que vous ayez jamais vécue. Et maintenant que vous êtes là, bien assis tranquillement, je vais vous demander de changer la couleur de ce coucher de soleil et de commencer peut-être à le passer dans une couleur entre noir et blanc. Et puis en même temps de constater ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Et puis vous continuez, c'est-à-dire cette image de magnifique coucher de soleil, même s'il est en noir et blanc, vous pouvez maintenant remettre de la couleur. Et vous allez l'éloigner, éloignez-le de votre vision, de votre champ de vision, et regardez ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Et maintenant, à l'inverse, allez-y, rapprochez-le, sentez peut-être même la chaleur des rayons, et redonnez encore plus de couleur pour l'agrandir, plus de luminosité, plus d'éclairage. Et regardez à présent à l'intérieur de vous et constatez les modifications qui se passent suivant que vous éloignez, reculez, changez les couleurs. Constatez les différences entre les images quand elles sont en noir et blanc et remettez de la couleur. Amusez-vous, transformez. C'est vraiment amusant, faites le test. Et constatez à chaque fois les différences. Ce qui est amusant, c'est les caractéristiques. Et vous avez certainement constaté tous que votre état émotionnel se modifie en fonction de ce que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous ressentez. Si vous avez ressenti ces modifications, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est de constater qu'on peut jouer, on peut bricoler avec nos émotions, Aurélie. On peut les transformer. Oui, elle dit ça parce que j'aime pas le mot gérer les émotions. En fait. Voilà, donc on peut jouer avec ces émotions, on peut vraiment s'amuser à les bricoler. Voilà, donc Nathalie qui dit que c'est très agréable. Oui, alors vous allez voir que là, c'est juste un petit échantillonnage pour vous montrer que, voilà, en fait, une émotion, elle se crée dans notre cerveau. Et comme elle se crée, elle peut se décréer. C'est ça qui est aussi intéressant. Et vous allez voir que ça va être une notion qui est importante. Retenez ce qui vient de se passer là, puisqu'on va parler après, comme tu le disais tout à l'heure, Aurélie, des craintes, des angoisses, qui est une émotion. Donc, tiens, on va peut-être pouvoir jouer et transformer cela aussi. Et c'est ça qui va être intéressant. Voilà, ça c'était la première expérience. Et peut-être que Aurélie, si tu veux, on pourrait commencer à parler des notions d'anxiété et de crainte. Parce qu'effectivement, ce que je vous disais, c'est que là, on va se retrouver dans un univers donc, avec nos collègues. Et forcément, tout ce qu'on a reçu, ce qu'on nous a seriné depuis des semaines sur la distanciation physique, sur les risques que l'on peut courir, eh bien, on ne va pas les laisser à la porte de l'entreprise. Hein. Quand on va arriver dans l'entreprise, on va tous s'interroger sur la manière dont les choses vont se passer. Et ça va générer aussi des craintes, ces notions d'angoisse et d'anxiété. Alors, oui, je vais accentuer sur l'anxiété et la peur avant que tu rentres vraiment dans l'éclairage sur ces notions d'anxiété et de peur. C'est qu'en plus de ça, on va tous arriver avec nos propres anxiétés, nos propres peurs. On n'aura pas forcément géré, je mets les guillemets. On n'aura peut-être pas eu la possibilité d'évacuer parce que X ou Y raison. Et il va falloir effectivement apprendre à vivre avec ces émotions-là et avec celles des autres. Oui, alors apprendre à vivre, ou du moins, on vient quand même de faire un petit test qui nous montre qu'on peut interagir. Alors, on va justement s'amuser à ça. Alors, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est qu'il y a une différence entre ces notions de peur, d'anxiété et d'angoisse. Et il y a ce qu'on appelle en psychologie des états internes. La peur, c'est une des émotions primaires, fondamentales, qui a une utilité. Donc, quand on a peur, ça sert à quelque chose. Imaginez que vous vous promenez dans la forêt, il y a un serpent devant vous, la peur va arriver. Alors, comme une émotion est une pulsion, il est impossible d'enrayer la pulsion. C'est très, très difficile d'enrayer la pulsion. Par contre, on va pouvoir gérer ce qui se passe après. Et ça va générer, en général, 3 comportements. La peur, elle va soit vous faire prendre vos jambes à votre cou et vous éloigner du danger à toute vitesse,
soit vous allez peut-être saisir un bâton et attaquer. C'est un des comportements les plus rares. Hein. C'est pour ça que parfois dans le métro, vous savez, quand il y a des agressions, on dit souvent les gens sont restés mobiles, ils n'ont pas bougé. En fait, c'est la peur qui tétanise, ils sont incapables de passer à l'action. Il y a très peu de gens qui passent à l'action, c'est un entraînement. Et puis, il y a donc ce côté tétanisé où je suis incapable de bouger. Et dites-vous que ça peut être un des dangers qui peut apparaître dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des comportements où les personnes peuvent se sentir tétanisées par la situation. Donc, dans la difficulté à aller apporter une action, à se mettre en mouvement. Hein. Parce qu'en fait, ça aurait été généré par cette peur. Alors, la peur, elle arrive ici et maintenant face à un danger immédiat. Donc, elle est très utile, je vous ai dit, pour la survie. Elle peut par contre engendrer cette espèce d'immobilisme. Ce qui est complètement différent de l'anxiété et de l'angoisse. Et l'anxiété et l'angoisse, c'est une projection que l'on se fait de quelque chose qui va se passer dans le futur. C'est ça la nuance. C'est-à-dire autant la peur se passe dans le présent, ici et maintenant, que l'angoisse et l'anxiété, ce sont des projections mentales que l'on se fait d'un danger qui potentiellement pourrait arriver. Et comme souvent cette projection elle est négative, parce que l'humain, par un cerveau qui l'amène plutôt vers la négativité, ça va générer la plupart du temps des réactions, voire des réactions physiques. On peut avoir des palpitations, des sueurs, on peut même développer certaines maladies qui sont complètement disproportionnées parce qu'on anticipe un danger est-ce qu'il existe ou pas, on ne le sait pas. Et comme il est impossible d'avoir le contrôle sur quelque chose qui va se passer dans le futur, eh bien, on ne fait qu'alimenter cette angoisse et on va générer des états internes que l'on appelle limitants, c'est-à-dire qu'elle va nous empêcher d'agir sereinement ou tout simplement même nous empêcher d'agir. Et regardez, le confinement, c'est typiquement, on a mis les gens dans cet état d'angoisse et d'anxiété. On les a même physiquement empêchés d'agir. Et en confinant les gens, on les a mis dans un état interne limitant. Et d'ailleurs, les gens ont peur du passage à l'acte, ils ont peur de sortir, ils ont peur de parler à leurs voisins, ils ont peur d'aller faire leurs courses. Vous voyez, si on voit quelqu'un se promener, des fois il y a des réactions. Moi, je fais mes courses il n'y a pas très long, il y a la semaine dernière dans un supermarché. Il y a un monsieur qui a évité mon chariot, donc il a fait le tour à 1 mètre, mais il s'est approché plus d'une dame qui était dans un rayon. Et la dame, elle dit, comment vous osez vous approcher de moi? Vous n'avez même pas de masque. C'était très surprenant. Alors il a dit, mais j'ai évité le chariot de la dame. Voilà, donc ça, vous voyez, ça génère des états, des comportements qui sont… Alors, en sachant que donc, ce que tu es en train de dire là, c'est que tout ce qui a le lien avec l'anxiété et l'angoisse est plus dû à nos pensées premières et notre mental, et que la peur peut plus avoir affaire à l'instinct et à notre part animale. Tu as vraiment la notion de temps. C'est-à-dire que la peur, c'est quelque chose qui se produit à l'instant, face à une situation précise, immédiate. Donc, il y a vraiment le ici et maintenant dans la peur. Après, là, à l'instant T, par rapport au déconfinement, on n'est pas dans la peur encore. Non, on est dans l'angoisse et l'anxiété. On est dans l'angoisse, plus dans l'angoisse, on a généré un état émotionnel qui se rapproche de l'angoisse ou de l'anxiété et qui est tout simplement, qui est une projection des dangers futurs qui pourraient se produire si vous sortez de chez vous, si vous sortez dès que vous allez être dans l'entreprise. Regardez toutes les mesures de distanciation qu'on essaye de mettre en place, les mesures sécuritaires. En fait, on est en train de générer l'angoisse, car si vous ne faites pas ça, vous allez courir un danger. Alors ça, c'est une projection mentale. Est-ce que le danger est là ou pas? Certainement. Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. Hein. Mais dans le cerveau des individus, on est en train de créer une projection mentale qui est angoissante et qui est en train de dire c'est un danger futur. Et ce qui est terrible dans cette projection mentale, c'est comme je vous disais, on n'a aucun contrôle sur le futur. On est démunis et donc ça crée cet état interne limitant, angoissant. Là, dans le contexte actuel, par rapport à l'angoisse, elle est générée par notre propre mental, mais elle est aussi générée par des phénomènes extérieurs, les médias, ce qui s'ensuit. Hein, on est d'accord. Alors, elle est alimentée. Hein, voilà. En fait, une angoisse, c'est quelque chose qui est alimenté par, ça peut être des peurs des gens qui se greffent à nos propres peurs au démarrage. Hein. Mais bien sûr, c'est alimenté et c'est alimenté H24. C'est-à-dire que ce n'est pas alimenté juste un instant, c'est alimenté H24. En ce moment, on est en face, moi je suis en face d'un écran où j'ai une trentaine de petits carrés.
j'ai jamais vécu ça. Moi, c'est mon premier webinaire. Hein. Excusez-moi si je suis pas forcément, ça résonne dans mes T'es mise oreilles. en situation d'angoisse, je suis désolée. Ouais, vous m'avez stressée là avant de commencer. Alors, l'idée dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut reprendre le pouvoir sur notre mental. Donc, tu as des clés, j'imagine, pour nous aider. Tout à fait. Voilà. Ça peut être alimenté par l'extérieur, mais ce qui est important, c'est qu'il faut que l'on reprenne le pouvoir sur notre mental. Et pour ça, il y a des techniques qui sont toutes simples. Il y en a une qui va peut-être vous faire sourire, mais sachez que faire baisser le niveau d'angoisse, ça se fait par un câlin. Quand on fait un câlin, un hug, comme disent les Américains, eh bien, on fait automatiquement descendre le niveau de l'angoisse. Bon, alors, je suis d'accord avec toi, mais tu sais bien que le câlin, ça fait partie de la distanciation physique qu'on nous demande. Et alors, il y en a qui vivent seuls, tu vois, donc pour avoir des câlins. Voilà. Alors, est-ce qu'elle en plus suffit pour faire le câlin? Non, tu sais qu'il y a des techniques comme la DMR avec le tapping qui sont super. J'aurais pu vous préparer une petite séance de calinothérapie. Est-ce que ça existe? Sachez que on sait assez mesuré qu'un enfant, pour qu'il se développe psychologiquement harmonieusement, il a besoin de 5 câlins par jour. Comme par hasard, à l'âge adulte, ça s'éloigne. Le français, il fait la bise, il aime bien la bise. Les Américains, c'est les hugs. Vous savez, il y a même des gens qui ont développé le truc des hugs. Là, moi, je me souviens avoir fait le métro à Paris où il y en avait un qui avait les bras grands comme ça et qui attendait qu'on lui tente dans les bras. J'ai fait ça sur la place de la mairie de Rennes il y a quelques années, avec donc des inconnus qui passaient. Et c'est d'autant plus démultiplié en termes de sensations physiques positives quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, bizarrement, parce qu'on passe un cap autre, en fait. Donc, les free hugs, effectivement, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Tu as des sensations, des émotions. Mais on pourra se faire une séance de calinothérapie si tu veux, parce qu'on peut à soi-même. Il y a des vrais exercices pour apporter un même état, c'est binaural, hein, à notre cerveau. On a l'impression qu'on ressent nos petits câlins. Mais par contre, il y a un exercice qui est très sympa à faire pour reprendre le contrôle de notre mental, c'est de créer ce qu'on appelle une self-place. Ça, tout le monde on peut le faire. Et moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était mieux que vous en parliez, c'était de le faire pour que vous compreniez que c'est un état de ressources sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer parce que c'est vraiment très, très, très efficace. Et c'est à disposition de nous-mêmes à tout moment, sauf que un self-place, c'est bien, je vois les commentaires. Soi-même place, voilà. Une self-place, c'est une place, voilà. Hein, bravo, merci Aurélie. C'est bien, je vois en même temps les interactions. Et cette self-place, c'est un outil très utile, surtout dans l'environnement actuel qui est très insécurisant. Et si vous avez envie, j'ai une page qui s'ouvre. Quitter sans installer, oui, je n'aurais pas fermé. Non, on ne fait pas les updates tout de suite. Non, là, c'est d'autres trucs qui arrivent. Et en fait, c'est bien. C'est une self-place, c'est un lieu à soi, que vous allez pouvoir vous isoler pour retrouver vos émotions positives. C'est ça, une self-place. Et mieux que d'en parler, c'est de le tester et de vous y conduire. Donc, si vous voulez, je vous propose de vous conduire dans votre propre self-place, car on a tous une self-place. Et ça, c'est quelque chose que vous garderez précieusement. Et je vous invite même à, s'il y en a qui reprennent le travail lundi, à faire si vous l'avez enregistré, essayez de le reproduire pendant les vendredis, samedis, dimanches pour être bien quand vous arriverez lundi à votre travail. Est-ce que ça vous dit? Vous êtes prêts? On tente une immersion dans la self-place, dans votre self-place personnelle? Pour l'instant, on a l'air d'avoir des retours plutôt positifs dans les commentaires, donc je pense qu'ils sont prêts à utiliser des outils. Je ne vois pas. Ah oui, je vois Nathalie. Merci Nat. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester bien installé là où vous vous trouvez et on va faire une étape qu'on appelle le retrait. C'est un retrait en soi-même. Donc, ce que je vais vous demander, c'est juste de vous laisser guider et vers un endroit où vous verrez ça regorge de ressources et ce sont vos propres ressources. Et pour ça, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes sur un sentier. Et pour mieux imaginer, c'est simple, c'est de fermer les yeux. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et vous êtes sur un sentier, vous êtes en train de marcher par une belle journée de printemps. La température est juste parfaite. Et vous marchez, vous écoutez les bruits qu'il y a peut-être autour de vous, peut-être des bruits d'insectes. Vous sentez peut-être la température tiède sur votre peau.
Et vous marchez droit devant vous. Vous pouvez regarder, tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. Et vous êtes embaumé par toutes les senteurs qu'il y a autour de vous, en tournant votre tête, par la fraîcheur du printemps. Vous savez, le printemps, c'est aussi le renouveau. Et vous entendez peut-être des bruits d'oiseaux, des bruits d'insectes. Et vous sentez cette température qui est juste parfaite. Et vous sentez aussi votre verticalité lorsque vous marchez. Et vous sentez, vous savez, cette impulsion qui vous projette en avant à chaque pas, tranquillement, vers l'avant. Vous êtes dans une parfaite pleine conscience de tout ce qui vous environne. Vous êtes parfaitement bien, en totale tranquillité. Et devant vous, droit devant vous, au milieu du chemin, il y a un énorme nuage nacré argenté. Un nuage qui vous attire, qui est tout simplement magnifique. Et vous allez avancer vers ce nuage car vous savez que de l'autre côté, il y a votre self-place. Et là, vous avancez presque jusqu'à toucher le nuage. Vous vous sentez attiré par ce nuage et en même temps, vous sentez que ce nuage se déplace un petit peu. C'est comme s'il y avait un double mouvement, vous vers le nuage et le nuage vers vous. Et jusqu'à ce que le nuage commence à toucher votre main. Et vous touchez le nuage et le nuage vous touche. Et vous commencez à entrer d'abord une main à l'intérieur du nuage et vous sentez que les choses sont en train de changer. Le nuage pénètre à l'intérieur de vous. C'est étonnant, c'est vous et le nuage à l'intérieur de vous et vous vous réjouissez d'aller de l'avant et d'entrer maintenant totalement à l'intérieur de ce nuage, nacré et argenté. Et quand vous rentrez à l'intérieur, il est d'une autre couleur. Il y a une belle lumière dorée, avec des paillettes de lumière. Et un peu partout. Et c'est des gouttes, des paillettes, des étincelles de lumière dorée, qui sont partout à l'intérieur. Elles sont également à l'intérieur de vous maintenant. Puisque lorsque vous entrez à l'intérieur du nuage, le nuage rentre en vous. Et vous commencez à vous sentir nettoyé de l'intérieur. Vous continuez à marcher avec un sentiment d'être nettoyé et purifié. Et ce sentiment vous apporte une immense joie. Ça remplit votre cœur et votre corps. Et vous sortez maintenant de l'autre côté du nuage. Et là, vous arrivez dans un magnifique jardin. Un jardin où il y a de grands arbres, bien solides, bien stables. Comme autant de piliers qui soutiennent votre temple intérieur. Et vous avez devant vous des milliards et des milliards de fleurs. Ce jardin est aussi vaste que la clarté. Et vous sentez les parfums extraordinaires de chaque fleur. À chaque fleur, un parfum unique dans une symphonie harmonieuse. Et allez-y, il y a des mouvements dans ce jardin. Il y a une petite brise qui agite très agréablement. Et vous continuez d'avancer dans ces parfums au milieu des fleurs, à l'extérieur. Et vous vous sentez à l'intérieur ce parfum, comme si les fleurs étaient arrivées à l'intérieur de vous. Comme si vous-même, vous étiez ce jardin. Et vous avancez, et vous regardez les fleurs, vous regardez les couleurs, et vous remarquez que chaque fleur a des qualités particulières. Il y a la fleur de la joie. Elle plaît à Aurélie, celle-là, avec toutes ses déclinaisons possibles, plus intenses ou plus simples. À côté, il y a la fleur de la paix. Continuez de regarder, il y a la fleur du calme, les fleurs de la tranquillité. Et chaque fleur résonne, chaque fleur a une flagrance particulière. Il y a ici la fleur de la volonté, il y a celle de la confiance en soi,
il y a toutes les déclinaisons de la confiance en soi. Il y a la fleur de l'amour. Il peut y avoir des fleurs à vous, vos propres fleurs, les fleurs de la beauté. Tout ce que vous pouvez rêver est là dans ce jardin. C'est en réalité toutes vos ressources et vos qualités, car on est dans votre jardin secret. C'est votre temple intérieur dans lequel vous venez d'entrer. Et vous continuez d'avancer et vous respirez. Et vous êtes respiré par le parfum. Et chaque fleur génère une musique. C'est étonnant. Et aussi, tous ces sons s'harmonisent entre eux parfaitement. Les couleurs, les formes, les parfums, les sons, tout cela se répand à l'intérieur de vous. Et vous voyez qu'il y a aussi des fleurs un petit peu plus précises. Si vous vous penchez, vous voyez des fleurs de la capacité à aimer, des fleurs de la capacité à être proche de l'autre, des fleurs de la capacité à dire à l'autre ce que l'on ressent, des fleurs de l'écoute, des fleurs de la réussite, des fleurs de l'important, d'être important et de savoir dire ce que vous voulez dire au moment où vous avez envie de le dire. Toutes les fleurs dont vous avez besoin et envie sont là, et tout cela est dans votre jardin. Et cela est à l'intérieur de vous, car vous êtes votre propre jardin. Tout est là, déjà fleuri. Il suffit simplement d'aller respirer, d'aller écouter la musique, de sentir la caresse de chaque fleur. Vous pouvez choisir la fleur que vous avez envie de regarder pour vous et de la contempler. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez passer un peu de temps avec cette fleur, laissez-la vous caresser, danser, parfumer pareil. Et doucement, vous savez que vous êtes en sécurité, au centre d'un cercle, d'une sphère, au centre de vous-même, et que vous pouvez surtout y retourner quand vous voulez. D'ailleurs, il y a peut-être un mot qui caractérise ce jardin, cette self-place. Laissez-la ressourcer votre intérieur et écoutez sa musique. Écoutez ce nom, sentez son parfum et doucement, tranquillement, retournez vers le nuage. Retrouvez d'abord la sensation de glisser votre main à l'intérieur du nuage et là vous êtes totalement absorbé. Et là vous sentez à l'intérieur du nuage la douche de lumière et vous ressortez de ce nuage totalement nettoyé, purifié. Et vous savez que vous avez désormais en vous toutes les ressources, les possibilités pour faire face à toutes les situations, quelles qu'elles soient. Vous êtes la source. Et maintenant, tranquillement, vous pouvez reprendre devant votre écran, conscience, ici et maintenant, et le cours de ce webinaire, cette interview. Là, bonjour, ici et maintenant, bienvenue. Alors, ça va? Tout le monde est de retour, tranquillement? Comment est-ce que tout le monde se sent? Si tout le monde peut, s'il a envie de partager son sentiment en message, voilà, j'ai Marc qui me fait un pouce en l'air. Je n'ai pas les images de tout le monde, donc je ne vais pas pouvoir voir visuellement tout le monde, mais il y a un pouce de Julie aussi. Comment est-ce que vous vous sentez? Après, il y a Corinne qui fait un petit signe de la main aussi avec les. Voilà. Il y a Sylvie qui dit qu'elle est apaisée. Anne-Paul qui dit que c'est des zénitudes top. J'ai envie de rester dans ce jardin, sentiment de bien-être, expérience très apaisante, détendue. Donc, c'est du coup un outil que vous allez vraiment pouvoir utiliser individuellement. Une belle expérience, bien, merci. Voilà les commentaires qui remontent. Donc, merci pour vos retours. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous voyez, c'est quelque chose, ça vous appartient. C'est votre self-place. Donc, retournez-y quand vous voulez, agrémentez, prenez le temps d'y retourner. Je conseille même si vous avez un événement peut-être un peu stressant ou avant une réunion ou peut-être même avant la reprise ou je sais pas, ça peut être un entretien. Faites cette démarche-là, prenez 10-15 minutes avec vous-même pour pouvoir justement retourner dans cet endroit où vous avez toutes vos ressources.
C'est ça qui est intéressant. C'est que vous avez créé, chacun a créé son jardin, sa self-place. Moi, la mienne, hein, quand je vous accompagne, je suis dans mon beau jardin. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher comme vous voulez. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, quand vous comprenez ça, vous commencez à avoir des outils, à vous sentir fort, à vous sentir, vous voyez, comme vous parlez de calme et de sérénité. Quand on retourne au travail avec ce calme, cette sérénité, on va dégager complètement quelque chose de différent dans l'environnement des gens qui nous entourent. Et ça, c'est une forme de leadership. Hein. Quand on arrive calme, je pense que Marc, il acquiescera. Voilà, ça passe par ça. Et ça, c'est un outil qui est très, très puissant. Je vous invite à aller chercher. Sachez que dans un environnement insécurisant dans lequel nous vivons en ce moment, avoir un outil comme celui-ci, c'est primordial pour éviter de basculer vers des comportements qui sont créés par l'environnement insécurisant. On sait qu'un environnement insécurisant va favoriser, par exemple, le perfectionnisme. Et parce que le perfectionnisme, ça va être un moyen de se rassurer. Si je peux contrôler le détail, hein, le perfectionnisme va aller dans le détail de la tâche, essayer de la amener à la perfection, ce qui est une quête vaine hein, et inutile, puisque la perfection est inatteignable. C'est Dali qui disait, hein, continuez d'essayer d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. Donc allons-y, on n'y arrivera pas, donc on peut s'épuiser. Et l'environnement insécurisant favorise par exemple ce type de comportement. Donc vous pouvez vous retrouver demain dans un environnement professionnel avec des personnes qui vont être peut-être beaucoup plus perfectionnistes ou exiger beaucoup plus de choses de vous sur des détails. C'est juste une manière pour eux de reprendre le contrôle et de se sécuriser. Et ça, du coup, c'est à l'inverse de l'optimalisme. C'est pour ça que je vous ai proposé de parler de l'optimalisme, car je suis persuadée que vous allez voir se développer ce type de comportement autour de vous et que soi-même, on peut aussi aller vers ce type de comportement. Oui, Aurélie. Avant qu'on passe à l'optimalisme, juste pour rappeler, parce qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route, que comme on est en train d'enregistrer notre conférence tous ensemble, vous pourrez refaire l'expérience de la self-place avec la voix de Muguette en revoyant la vidéo. Voilà, pour pouvoir vous refamiliariser avec le sujet, pour pouvoir l'exercer d'ici le 11 mai et après le 11 mai, évidemment. Donc voilà. Moi, je vais me permettre une petite parenthèse parce que je vais y mettre mon grain de sel et mon grain de joie pour ceux qui me connaissent, ils comprendront. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, moi, je me présente comme alchimiste de la joie et mon grand outil pour être dans le positif, c'est le rire. Et je sais que le rire, moi, c'est aussi un outil contre effectivement le stress, l'anxiété, etc. En sachant que le rire joué, comme moi je peux le faire dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, permet aussi de cette bascule, de baisser l'adrénaline, la cortisol, qui sont les hormones du stress, vers des hormones qui sont la dopamine, des hormones du bonheur, etc. Donc, si vous vous sentez, je ne vais pas vous demander de le faire aujourd'hui devant tout le monde. Alors, il y a Mireille qui s'est relevée, qui a un sourire jusque-là parce qu'elle a déjà participé au sourire. Marc, il est pareil. Marie-Laure, voilà, il y en a qui connaissent déjà le rire, mais de décider de rire, faites-le tout seul dans votre coin et de décider de rire sans raison face à votre glace, etc. Essayez de le faire pendant 30 secondes, puis 1 minute, etc. Vous verrez que vous allez aussi vous lâcher, libérer et effectivement être dans une énergie positive et un moment de joie. Donc voilà. Donc, moi, c'est mon petit outil, entre autres, par rapport à ça. Donc voilà, s'il y en a qui veulent essayer chez eux, faites-le. Dites-vous bien que des acteurs de théâtre ou de cinéma, quand ils ont des scènes de rire à faire, ils n'ont pas forcément la raison au moment où il faut jouer la scène et qu'ils font comme vous allez le faire devant votre glace ou dans votre salon, avec vos conjoints, amis, famille et autres. Voilà. C'est vraiment un super outil hein, que tu donnes là, Aurélie, parce que c'est vrai qu'on pourrait vraiment parler du rire. Alors, déjà, tout simplement, pour ceux qui ont suivi les conférences sur le cerveau, sachez que votre cerveau est incapable de faire la différence entre la réalité et la fiction. Et que si même vous vous forcez à rire, le fait que vos zygomatiques s'étirent, que donc les petits vous savez, les petits muscles autour des yeux commencent à se plisser, votre cerveau est en train de se dire tiens, il se passe un truc sympa là, et il lui est absolument impossible d'aller chercher une pensée négative. Alors, c'est un exercice qu'on fait, que je propose souvent, tu as tout à fait raison. Quand vous êtes dans du négatif, par exemple, ou dans un moment angoissant ou stressant, tout simplement se redresser, mettre ses épaules en arrière
et faire, comme dit Aurélie, un magnifique sourire forcé, hein, même vous montrez vos dents, vous forcez, vous souriez jusqu'aux oreilles. Allez, un stylo. Et ben, par exemple, voilà, puis essayez de penser, et faites le test. Faites un magnifique sourire, tenez, on va le faire ensemble, un magnifique faux sourire jusque-là, avec le crayon. Ben, moi, si je mets le crayon, on ne m'entendrait plus. Et pensez à quelque chose de négatif en même temps. Allez me chercher une pensée négative. Allez, cherchez. Vous pouvez toujours y aller, c'est impossible. Votre cerveau est incapable de le faire. Donc ça, c'est génial, quoi. Même un faux sourire marche. Hein. Votre cerveau, il interprète qu'il se passe quelque chose de bien, donc il dit, attends, en plus, mon cœur se calme, tout va bien. Non, ça ne peut pas. Et donc, il ne va pas vous amener la pensée négative. Il va même la chasser si elle est présente. Donc ça, c'est un super tuyau de la part d'Aurélie. Et il y a l'effet miroir si vous arrivez le 11 mai. Alors, on va peut-être vous prendre pour un fou, une folle, mais si vous arrivez avec le sourire le 11 mai, vous ferez du bien à vous et du coup, vous aurez l'effet miroir des autres parce que vous amènerez du positif aux autres. Voilà. Donc, je dirais que vous avez été atteint par le Covid-19. C'est ça. Elle a transformé vos bon, alors, plus sérieusement, revenons à l'optimalisme. Mais c'était très sérieux, Aurélie. Non, mais je sais bien. Mais parce que je vois le chrono passer, il est possible qu'on déborde. Oui. Alors, l'optimalisme. Voilà, mais revenons à l'optimalisme. Alors, l'optimalisme, si tu as la définition, si tu veux, tu peux la donner. Attends, il y a Sylvie qui dit avec le masque, le sourire se voit moins. Faux, ça se voit dans les yeux. Voilà. Donc, si tu souris vraiment, le sourire se verra dans les yeux. Et moi qui souris, et pour ceux qui m'ont déjà vu, qui sourient et qui rient beaucoup, les gens, je leur ai dit, mais vous voyez plus si je ris ou si je souris, ils m'ont tous dit, si, ça se voit dans votre regard. Donc, même votre regard communiquera quelque chose de positif. Sachez que votre cerveau est capable de capter plus de 2 milliards d'informations à la seconde. Donc, alors que inconsciemment, hein, et que consciemment, il va en gérer juste entre 5 et 9. Et donc, il va capter tous les signaux du sourire. Celui qui est en face de vous va les percevoir. Donc, il va se rendre compte qu'il se passe quelque chose de positif. C'est très bien. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, Nuguette. Non, c'est bon. L'optimalisme, en fait, c'est très important. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut préparer le retour dans l'entreprise. Et c'est vraiment une démarche qu'il faut préparer. Ce n'est pas le monde d'après, c'est le monde d'avec. On est déjà dedans et on va continuer d'être dedans. Donc, il n'y a pas un avant ou après, on est dedans. On est avec ce monde-là. Et l'optimalisme, c'est vraiment développer un comportement intelligent et adapté qui va se focaliser sur la recherche du plus important, tout en tenant compte qu'il peut y avoir des difficultés. Vous avez compris aussi que tout à l'heure, les exercices qu'on a fait, ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. Quand je vous fais penser à un coucher de soleil, le plus beau coucher de soleil, le plus beau souvenir que vous pouvez avoir, vous générez automatiquement une émotion. Donc, nos pensées génèrent nos émotions, donc elles les génèrent des émotions positives, mais génèrent aussi des émotions qui peuvent être négatives. Et l'optimalisme a cette capacité d'être dans l'acceptation de l'échec, qui est la plus grande peur de la plupart des individus et qui est le moteur du perfectionniste. Comme on est tous des êtres faillibles, eh bien, le problème, c'est que quand on est dans un environnement qui n'est pas très sécurisant, comme en ce moment, on va manquer de choses qui vont nourrir notre estime de soi de manière suffisante. Et donc, du coup, on va avoir tendance à développer des comportements comme, par exemple, le perfectionnisme. Or, si on est dans une autre démarche, alors, si vous faire attention, juste pour terminer, c'est que vous risquez de développer dans les entreprises, de voir se développer ce qu'on appelle les risques psychosociaux qui sont liés à la dévalorisation de soi. Plus on est dans un environnement insécurisant, plus ça va être compliqué. On va voir la dépression, on va avoir de la frustration, on va peut-être voir même des gens qui vont être dans l'addiction au travail, parce que c'est des manières de se rassurer, tout simplement. Or, l'optimalisme, il correspond à un état beaucoup plus favorable, où on va aller faire la meilleure chose en fonction des conditions données, le meilleur possible en fonction des conditions qui sont données. Et là, du coup, ça change la notion. C'est un petit peu comme un navigateur qui prend un cap. S'il monte sur son bateau, il prend un cap. Et l'optimaliste, il ne va pas s'obstiner à rester sur le cap pour se prendre soit le vent au devant ou se prendre une tempête. Il va changer le cap pour garder, il va changer la direction. Il va toujours aller son point de chute qui est son cap au même endroit, mais il va peut-être prendre d'autres chemins. C'est ça, l'optimalisme, c'est qu'on va prendre en compte les difficultés qui peuvent se présenter et on va à chaque fois chercher le meilleur possible de cette situation pour pouvoir inventer ou arriver malgré tout à notre objectif. Et on va aussi accepter
l'échec comme un élément naturel de la vie. Le navigateur, quand il démarre, la météo, elle va changer au bout de 2-3 jours. Il accepte que la météo soit un élément incertain. Et s'il s'obstine, ce que je disais, il va y risquer sa vie. Donc, en fait, chaque optimaliste sait que tout comporte une certaine dose d'échec. Et si déjà on intègre ça, c'est quelque chose qui va nous faire gagner du temps. Parce que du coup, on va profiter du temps qui nous sépare de notre objectif pour peut-être bien faire autre chose, faire un détour. Et lors de ce détour, on va développer d'autres capacités ou d'autres manières d'agir. Pardon. Est-ce que, parce que moi, j'ai une façon de, comme ça te permet de voir, j'ai une façon de voir la vie aussi, et c'est ce que j'expliquais dans le playlist que j'ai eu la chance de faire, c'est que moi, pour moi, ce ne sont pas les événements qui ont un impact sur moi, c'est la réaction que je choisis d'avoir face à ces événements-là. Est-ce que l'optimalisme, c'est ça en fait finalement? Est-ce que c'est l'attitude, la réaction qu'on choisit d'avoir face aux événements qui va pouvoir nous faire avancer de façon positive, ou en tout cas le mieux du monde? C'est exactement ça. C'est qu'est-ce que je choisis d'être dans cette situation-là. Si on prend par exemple les émotions, demain vous arrivez au travail où il y a un collaborateur un collègue qui vous énerve, vous allez dire je suis énervé, ou quelque chose qui va mettre en colère, je suis en colère. Est-ce que je choisis à ce moment-là d'être la colère? Parce qu'en fait, quand je dis je suis, c'est une identité. Donc, d'un coup, les mots sont très forts dans notre autodétermination. Et si je décide, à partir du moment où je décide, je choisis, comme tu le dis, je vais modifier mon énergie. C'est-à-dire que l'émotion, comme elle naît dans notre cerveau limbique, à partir du moment où je commence à raisonner, que je décide de choisir, je passe dans la raison. Et du coup, je quitte l'émotion pour aller choisir ce que je veux être. Et je peux, par exemple, choisir dans cette situation de rester calme. Ça peut être ça, mon choix. La situation, comme tu dis, elle existe, donc on va y faire face. Par contre, on va choisir de quelle manière on fait face. Et le mot choix, il est très important. C'est je choisis qui je suis dans cette situation-là. Et ça, c'est au lieu de se laisser envahir par l'émotion, et je ne suis pas l'émotion. Je choisis qui je veux être dans cette situation. Ça, c'est très important. Ça veut dire que dans le contexte actuel et à l'arrivée du 11 mai, on est en capacité de choisir l'émotion dans laquelle on veut vivre, donc d'essayer de mettre l'angoisse et l'anxiété de côté. On a des outils. Là, comment est-ce que du coup on peut passer à l'optimalisation? Alors, tout à fait, il faut créer un environnement, il faut déjà agir sur soi-même. Donc, vous avez vu déjà des éléments, c'est que l'émotion, on pouvait jouer avec, on pouvait la modifier. Donc, même si on est dans une émotion forte négative, on peut quand même la tempérer et la modifier. On peut choisir d'être ce que l'on veut être dans cette situation. Et on peut aussi préparer le terrain. Et c'est l'objet de cette intervention, c'est qu'il faut se préparer. Et c'est maintenant qu'on se prépare à ce qui va arriver. Et ça commence déjà vis-à-vis de soi-même. Je parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Là, on est dans l'optimalisme à mettre en œuvre des qualités et des compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est déjà commencer à se considérer soi avec bienveillance. Et on va aller créer autour de soi un contexte qui va nous permettre d'être dans la bienveillance avec soi-même et on va bien entendu être dans la bienveillance avec les autres quand on est dans l'interaction avec les autres. Et c'est vraiment déjà la base de rigueur. C'est important d'être bienveillant avec soi-même et ça peut être difficile. Mais il faut déjà... et ça veut pas dire qu'on met ces émotions entre guillemets, je mets bien les guillemets négatives que sont l'anxiété et l'angoisse, c'est pas les annihiler, les oublier, les mettre de côté. On est en capacité, on se donne le droit de les vivre, mais on fait en sorte de les modifier pour pouvoir avancer. On va même anticiper, si tu veux, voilà. Parce que tu vas te créer une self-place. Tu vas aussi, en prévision d'une quelque chose qui risque d'être angoissant, mais quand on a déjà compris que l'angoisse, c'est une construction mentale de quelque chose qui potentiellement pourrait arriver, on est déjà en train de détricoter la chose. Et si déjà on est capable de faire la différence entre peur, où là c'est instinctif, et la pulsion, c'est impossible pour moi de la gérer, parce que c'est une pulsion, et l'angoisse qui est une émotion, qui est une construction mentale, et que cette construction mentale, je peux la décréer, c'est vraiment ça, eh bien je vais commencer à faire descendre le niveau, rien que si tu veux, la pensée, la réflexion qu'on est en train de mener est en train déjà d'agir sur votre niveau d'angoisse. Demain, vous êtes en face d'une situation, vous sentez que les palpitations arrivent, que vous allez être mal à l'aise vis-à-vis de cette situation.
dites-vous juste, je reviens ici et maintenant. Ici et maintenant, je suis en sécurité. Ici et maintenant, tout se passe bien. Ici et maintenant, je suis en face de vous. En fait, il ne risque rien. Vous n'allez pas me tomber dessus. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de rhinocéros. Voilà. Et en fait, le ici et maintenant, il est super important. C'est-à-dire que si vous sentez cette émotion négative arriver, allez-y dans l'ici et maintenant. Revenez là. Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est vrai que c'est compliqué quand on est en face d'une personne qui peut générer chez nous du stress, de l'angoisse, ou qui va avoir par ses propos, va générer de l'émotionnel. Hein. Ça arrive régulièrement. Sauf que dans l'ici et maintenant, si vous vous recentrez sur vous-même, vous allez voir et que vous regardez à l'intérieur de vous et que vous décidez de choisir ce que vous voulez être dans l'instant, eh bien, ça fait pchit. L'angoisse disparaît. Donc, du moins, elle s'atténue vraiment énormément. Comment est-ce qu'on travaille en hypnose? Je suis hypnothérapeute. Comment est-ce qu'on peut arriver en un clin d'œil à faire changer les états émotionnels d'une personne? Comment est-ce que vous arrivez à faire une opération sous anesthésie alors que la personne, elle est quand même là, présente? Hein, c'est votre cerveau a cette capacité-là. Si vous adhérez à ça, que vous comprenez que vous avez cette capacité à vous gérer, vous allez comprendre que tout ça, ça va commencer vraiment à diminuer à l'intérieur de vous. Alors, un autre élément aussi qui est très important, c'est l'empathie. L'empathie, elle est vraiment à manifester vis-à-vis des gens qui sont autour de vous, dans le travail, dans votre environnement. L'empathie amène de la réciprocité. Si vous avez envie que les gens soient bienveillants vis-à-vis de vous-même, il faut aussi amener de la bienveillance. Hein. Si vous êtes ouvert vis-à-vis des autres, vous verrez que les gens vont venir plus facilement vers vous. Il y a quelque chose qui est important aussi, que je trouve que cette période de confinement a apporté, c'est qu'elle a cassé les habitudes. Or, les habitudes, il est pratiquement impossible de les changer. On peut modifier une habitude, mais il est très difficile de changer une habitude. Or là, dans l'entreprise, on va être obligé de modifier des habitudes. Et la plus grande résistance au changement, c'est les habitudes. Alors là, le contexte fait qu'on va être obligé de modifier et peut-être même créer de nouvelles habitudes. Et là, vous avez aussi une clé. Peut-être c'est le moment de vous poser ces questions. C'est quelles sont les 3 habitudes qui vous tirent vers le haut dans votre travail? Et posez-vous la question, quelles sont les 3 habitudes qui vous tirent vers le bas? Et essayez de réfléchir, et vous gardez-le pour vous ou travaillez-le après. Réfléchissez à ça et vous verrez qu'il y a des choses qui vont vous tirer vers le haut, d'autres qui vont vous tirer vers le bas. Et là, c'est le moment ou jamais de commencer à modifier une de ces habitudes. Une habitude qui peut vous tirer vers le bas. Moi, par exemple, quand j'étais dans le monde du sport, après une bonne séance de sport, j'allais me prendre une bonne barre chocolatée, quoi. C'était pas forcément une habitude qui me tirait vers le haut, quoi. Mais bon, je viens de brûler 800 calories, je pouvais bien. Vous voyez, ce genre de choses, c'est des petites choses hein, parfois. Mais réfléchissez dans le monde professionnel, dans l'entreprise peut-être, quand vous prenez globalement, dans l'environnement, quelles sont les habitudes qui tirent cet environnement vers le bas et quelles sont les habitudes qui tirent vers le haut. Et amplifier ce qui peut amener vers le bas et corriger ou modifier ce qui peut ce qui peut vous tirer vers le bas. Voilà, ça vis-à-vis de soi-même, c'est super important. Et après, il y a le droit à l'erreur. Et il faut vraiment... l'optimaliste, il s'accorde le droit à l'erreur et il accorde aux autres le droit à l'échec. Et l'optimaliste, il saura que le conflit dans l'entreprise, eh bien, il peut arriver. Il y a un exemple, j'ai un ami qui est consultant, coach et qui a travaillé pour un très grand hôpital français. Ils sont intervenus avec 7 coachs sur 2 ans pour dire l'ampleur du travail, parce que dans cet hôpital qui était un des plus gros hôpitaux de France, il s'avérait que le nombre d'erreurs faites par les infirmières était trop important, quoi. Ils ne comprenaient pas. Et ils se sont aperçus que dans cet hôpital, il y avait une espèce d'atmosphère de pouvoir qui était menée par les médecins, au point que les infirmières avaient attribué des couleurs à chaque médecin. Le bleu, c'est bon, vous pouvez travailler avec. Le rouge, il ne fallait surtout pas lui répondre. Voilà, il y avait des codes couleurs comme ça. Et ça en était arrivé au point que les médecins
ne prenait absolument pas en compte ces infirmières et leur fonctionnement, pouvait même leur refuser leur pause. Et qu'est-ce qu'il en a découlé? C'est un nombre d'erreurs médicales énorme. Et ce travail a amené à quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il a fallu retravailler les responsabilités. Savoir que les pouvoirs doivent être équilibrés dans une entreprise, c'est une base, et le droit à l'erreur. Et il s'est avéré que les infirmières, à un moment donné, on leur a appris à s'exprimer et on a demandé aussi à leur chef, ou N+1, au médecin, d'apprendre aussi à écouter. Et il y a une manière de travailler tout ça, c'est assez complexe parce qu'il faut apprendre à écouter et reconnaître que soi-même, on est sujet à l'erreur. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que quand une infirmière venait, elle ne venait pas pour dire qu'elle avait commis une erreur, elle disait « ouais, ma collègue a commis une erreur ». Mais il n'y avait plus de sanctions. On a enlevé les sanctions. Et quand le manager recevait, il disait « écoute, oui, moi aussi je commets des erreurs ». Il se met au même niveau. Il s'est avéré un truc assez étonnant, c'est que le nombre d'erreurs n'a pas baissé, c'est-à-dire qu'elle continue à faire des erreurs, sauf que comme il y avait une vigilance et une bienveillance qui s'est installée dans le service, on pouvait corriger les erreurs. Donc l'effet final était beaucoup moins impactant. Mais le droit à l'erreur, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important, le droit à l'échec. Il faut l'accepter de nous-mêmes, de nos collaborateurs. Et ça va permettre d'avancer dans l'entreprise. Ça fait partie des piliers de la qualité de vie au travail, d'autant plus. C'est assez intéressant. Voilà, tu as raison. De toute façon, ce que je vous partage là, c'est les fondements aussi, une grande partie de l'intelligence émotionnelle. On devrait former les gens à l'intelligence émotionnelle dans toutes les entreprises. C'est vraiment quelque chose d'important. Des clés que je peux vous donner, c'est pratiquer l'écoute active. C'est un exercice que je fais souvent quand on est en atelier et les gens se rendent compte qu'ils continuent, ils arrêtent d'écouter les gens pratiquement au bout du 3e mot. Ils sont déjà en train de penser à ce qu'ils vont pouvoir répondre à cette personne. Or, l'écoute active, c'est vraiment prêter attention à ce que l'autre dit et c'est attendre qu'il ait terminé pour pouvoir proposer sa réponse. Il y a apprendre à poser des questions. Ça peut paraître banal, mais poser des questions pour être sûr que on sait où on est exactement, on sait ce qui se passe. Sans confirmation de l'autre, on ne sait pas ce qui se passe. Je vais prendre un autre exemple. J'avais un ami qui avait monté un plan d'action commerciale pour une grosse boîte. Il avait appelé ça le PAC. Quand il était très content, il avait bien travaillé son PAC. Et quand il arrive dans la boîte, il vient de présenter le PAC en réunion. Et là, tout le monde éclate de rire parce que les gens dans l'entreprise, le PAC, c'était le piège à con. Et c'est juste pour vous dire que des fois, ne pas avoir questionné, en fait, ça fait pchit son truc. Avec ce commercial, il n'avait plus aucun impact. Et voilà, le fait de ne pas avoir questionné, de ne pas savoir vraiment ce qui s'est passé, savoir où est-ce qu'on en était, eh bien, a mis en danger son travail. Là, il y a des choses aussi qu'il faut... il vaut mieux se définir que se défendre. Je trouve que ça, c'est une chose qui est très importante. On a le droit, comme tu dis, d'être angoissé, énervé, pas bien un jour. On a le droit d'avoir un ressenti de l'autre qui peut nous impacter. Et mieux se définir que se défendre, c'est dire à l'autre, écoute, je suis énervé, laisse-moi le temps de retrouver mon calme. On se définit. Voilà, je sais ce que je suis, je te dis, je suis voilà, énervé et tu me laisses le temps. Et le fait de se définir, ça évite de partir en énervement et après, dans un deuxième temps, d'être obligé de se défendre. C'est de la communication non violente presque. Oui, tu peux, de toute façon, voilà, tu sais, c'est un petit peu, voilà. Mais mieux se définir, vaut mieux se définir que se défendre, c'est une base. Combien de fois on réagit au lieu d'aller en amont expliquer ce qui est en train de se passer chez nous, observer les autres. Ne prenez pas de notes pendant une réunion. Je vous déconseille, si vous prenez des notes, vous n'êtes plus en communication avec l'autre. Or, c'est bien plus important de regarder ce qui est en train de se jouer chez l'autre pendant qu'il se déroule quelque chose. Si vous êtes dans vos notes, vous ne verrez pas ce qui se passe chez l'autre. Donc, évitez de prendre note pendant une réunion, mais essayez de trouver une autre technique, c'est très important. Et regardez, observez. Il y a ce qu'on appelle aussi pratiquer le clean language. Je vous en parle dans... Pardon, je n'ai pas compris moi. Le clean language, le langage clean. Le langage est extrêmement important. Éliminez de vos langages les « il faut que ».
et dans l'entreprise surtout. Éliminer les il faut que, tu dois. Vous allez voir que l'impact, il est complètement différent. Le langage est extrêmement important. La communication, là, dans le retour dans l'entreprise, va être extrêmement important. Et il va falloir réfléchir à la manière dont on parle à nos collaborateurs, de la manière dont on va communiquer. Ça va être une clé de la reprise. Si le langage est clean, il est clair, si on écoute, si on est capable de dire à nos collaborateurs qu'on comprend leurs angoisses, qu'on peut les partager, qu'il y a des outils. Il faut être vraiment dans cette capacité-là. Si on veut, je vais vous donner la métaphore du début, faire éclater cette bulle émotionnelle qui s'est construite. Et ça va passer par de l'écoute et un langage propre. D'autant plus que bon, on entend dans les médias certaines entreprises et certains syndicats, organismes patronaux qui disent il faut le fameux il faut qu'on aille dans la productivité, il faut que, etc. Et c'est de là que notre idée est venue avec Muguette sur la conférence d'aujourd'hui, c'est que le il faut de la productivité, si les gens, et je parle de toutes les strates de l'entreprise, que ce soit des collaborateurs, des managers, des directeurs, etc., on ne prend pas en compte leur bien-être émotionnel du moment parce qu'on va tous être angoissés, anxieux, etc., et qu'on marche dessus comme si c'était quelque chose de sale et qu'on n'a pas à en prendre en compte, il va y avoir de très mauvaises surprises dans les entreprises et la productivité, elle va être zéro, quoi. Il n'y aura peut-être même plus d'entreprise pour certaines parce que s'il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus d'entreprise. Tout à fait. Il faut créer un blocage au niveau neuronal. Il faut savoir que ça crée une obligation. Et je vous donne un exemple. Imaginez que, ça vous est sûrement arrivé, que la personne avec qui vous vivez ou vous avez vécu, ou vous voyez un jeune couple, on va le faire comme ça, et que vous voyez le jeune homme se mettre à genoux et dire à la jeune fille est-ce que tu veux m'épouser? Elle va rayonner. Maintenant, s'il lui dit est-ce que tu peux m'épouser? Ah oui, elle peut. Mais ça, est-ce que vous voyez la différence de langage entre le il faut, je dois, est-ce que tu veux, qui crée un engagement, et puis le possible. Et quand vous créez, quand vous utilisez ces mots-là, de falloir, devoir, vous allez créer chez l'autre une résistance. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser le bon langage. Par contre, si vous lui demandez est-ce que tu peux m'aider sur cette tâche ou autre, le possible, le cerveau, il l'entend, oui, je peux. Et du coup, il y a zéro résistance, puisque c'est dans l'ordre des possibles. Et ça va créer des idées pour passer à l'action en plus. Tout à fait, parce que c'est impossible de dire, sauf si c'est impossible de le faire, mais le possible va créer l'engagement et va créer l'action. Après, il y a des moments où il faut utiliser, moi, je lui dis, il faut l'utiliser, il faut, parce qu'il y a des moments où l'engagement est important. Mais c'est vrai que notre langage est très, très important, comme les négations. Je vous ai j'ai déjà expliqué que notre cerveau est incapable d'entendre la négation. Donc, il va jouer à l'envers. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, le langage va être très, très important. Je pense aussi que dans cette période-là, il va falloir permettre, j'utilise les bons mots, je fais attention à mes mots, aux gens d'exprimer leurs états émotionnels. Et ça va être difficile d'être en capacité pour certains managers peut-être de les entendre. C'est pour ça qu'il est important de faire ce travail en amont. Je pense qu'il est extrêmement important de travailler l'intelligence émotionnelle, parce que c'est la reconnaissance de nos propres émotions. Comment est-ce que je gère les émotions? J'arrive déjà à mettre un nom dessus, et en plus, je vais apprendre à les gérer, à m'amuser avec, à les transformer. Mais ça passe. Oui, tu as bien entendu, Nathalie. Oui, Nathalie, c'est bien ça. Je vais donner un petit exercice par rapport à la négation que j'adore faire à tous. Je vais vous demander de ne pas penser à un éléphant rose. Et avec grande chance, la première image qui vous est venue à la tête, c'est un éléphant rose. Preuve que le cerveau ne comprend pas la négation et qu'il ne voit que le verbe de l'action, en fait. En fait, le mot se transforme en image. Dans votre cerveau, le mot arrive sous forme d'image, tout simplement. Donc, il va gérer l'image. Et si je vous dis, est-ce que vous avez déjà vu un ours blanc sur la banquise? Certains n'ont certainement jamais vu. Par contre, l'image arrive. Si je vous demande où est la bouteille de lait dans votre frigo, ou la meilleure bouteille de vin dans la cave, Marc?
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le précise. Ouais, il n'en manque pas une. Voilà, aussitôt arrive dans votre cerveau la porte du frigo ou votre cave. C'est l'image, hein, les mots, nos mots, dites que chacun de vos mots arrive dans le cerveau de l'autre sous forme d'image. Donc maintenant, si je vous demande de ne pas penser à la bouteille de lait dans votre frigo, c'est une incapacité. Et du coup, c'est important parce que si vous dites à votre collègue ou collaborateur, arrête, ne me parle plus comme ça. Ou moi, je m'amuse quand je suis dans les entreprises, je vois ne pas passer sous la charge, ne pas dépasser, ne pas utiliser sur flamme gaz. Je vais vous dire, on n'est pas bien dans un moment de stress, hein, parce que le cerveau, il voit flamme gaz, passer sur flamme gaz. Et, voilà. Ne pas courir au bord de la piscine. Moi, j'adore. Vous avez vu le nombre de gamins qui courent au bord d'une piscine? Puis dire à un enfant ne crie pas, ne court pas, etc. En général, il fait. Et ça vous explique parfois quand vous dites à un de vos. Avec les enfants, parce que le cerveau de nos enfants sont moins formés, nous, on va aller réfléchir hein, derrière ce qui a été dit. Mais quand vous dites à un gamin ne va pas là-bas, tu vas tomber, je prends le pari. Levez la main qui a jamais dit je te l'avais bien dit 10 secondes après. Tout ça. Alors, ne levez pas la main, on voit vos sourires. Mais vous lui aviez bien dit, ne va pas là-bas, va là-bas. Par contre, vous lui auriez dit différemment, en lui disant, écoute, si tu vas là-bas, tu restes au bord, à 30 cm du bord et tu tiens la main du grand-père, je vous promets que le petit de 2 ans, il ne sait pas ce que c'est 30 cm du bord, hein, mais il va prendre une distance de sécurité. Et il va aller attraper la main du grand-père qui est en train de causer, qui s'en fout complètement. Il va faire ce que vous lui dites. C'est pour ça qu'on dit dans l'éducation hein, qu'il faut parler d'une manière positive aux enfants. C'est tout simplement parce que notre cerveau, même adulte, a du mal à gérer ce genre de choses. Et alors, dans le contexte actuel, les cerveaux des enfants sont… Voilà, ils sont… émotionnellement, c'est très compliqué. Le retour à l'école avec tout ce que les adultes racontent autour d'eux est encore plus anxiogène pour eux que… voilà. D'où l'importance d'être soit calme, équilibré, de rationaliser, de faire un travail sur soi, d'être dans la gestion de soi. Faites attention à vos langages. Il y a des choses à se rappeler peut-être de cette conférence, de cette interview. Moi, j'aurais dire, ne pas se définir plutôt que se défendre. Moi, je trouve que c'est très, très important. Mais ça, on peut le faire si on s'exprime correctement. Éliminez de votre langage les il faut, tu dois… essayez, amusez-vous. Moi, je propose cet exercice-là. Parfois, c'est 5 minutes le matin ou 5 minutes le soir, parce que plus, c'est très compliqué. Vous allez vous en rendre compte. Parlez avec les personnes qui vous entourent et pendant 5 minutes, écoutez la manière dont les gens vous parlent et vous verrez le nombre de négations qu'ils insèrent dans leur langage. Et après, faites l'effort, vous, de parler correctement et demandez à l'autre de vous corriger. Et vous allez vous apercevoir que 80% de votre langage s'exprime moi, je dis on s'exprime à l'envers. On s'exprime par négation. Alors, allez noter vos habitudes aussi. Je pense que c'est intéressant d'aller noter les habitudes qui nous tirent vers le haut et les habitudes qui nous tirent plutôt vers le bas. Réfléchissez-y et je vous rappelle qu'une habitude, on la modifie. C'est très difficile de changer d'habitude. Donc, modifiez-la. Petit à petit, vous allez pouvoir la modifier de manière intéressante. Et soyez dans l'écoute de vos collaborateurs là, parce qu'ils vont en avoir vraiment, vraiment besoin. Alors, moi, je suis la modératrice, le maître du temps, la fille, effectivement, qui n'est pas forcément agréable dans le contexte actuel. Il est déjà 15h15 et je sais qu'il y a des gens qui ont d'autres impératifs derrière. Je voudrais savoir si vous avez des questions déjà sur ce que Muguette vous a partagé par rapport à l'optimalisme. Est-ce qu'il y en a déjà qui nous ont quittés, mais ceux qui sont là, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui a été raconté ? Merci Sandrine de ta participation. De toute façon, je vous envoie à tous le replay, hein, que les choses soient claires, si vous deviez partir avant. Mais est-ce que vous avez des questions sur ce que Muguette a partagé? Est-ce que c'est des choses que vous pratiquez, qui vont vous servir pour la reprise le 11 mai, ou même en ce moment d'ailleurs? Mais voilà, si vous avez des partages à nous faire, on peut essayer de prendre par le micro aussi, mais pas tous en même temps. Merci Sandrine, à très bientôt Sandrine. Je suis à votre écoute. On est à votre écoute avec Muguette pour répondre à vos questions ou commentaires ou partage d'expérience par rapport aux notions. Donc, j'ai Emma qui c'est très intéressant et oui, je pense le mettre en application. Ok. Anne-Paul, des apports très clairs et très intéressants. Merci. Julie, des éclairages et des outils très intéressants.
Alors, on va faire un petit coup. Muguette est évidemment intervenante dans les entreprises. Donc, pour ceux qui sont en entreprise, elle est en capacité de venir faire ou de faire par Zoom maintenant, parce qu'elle est hyper habituée maintenant. En fait, on peut proposer des formations sur l'intelligence émotionnelle, soit sous forme d'atelier d'une après-midi sur 4 heures. Déjà, c'est une bonne initiation sur 4 heures et ça apporte énormément. Et puis, sinon, il y a carrément des formations à l'intelligence émotionnelle que je peux vous proposer. Et je vous assure qu'on ressort de ces formations complètement transformées. C'est très enrichissant. La première action pour mettre tout ça en place, c'est aussi d'en être conscient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conscient de tout ça, ça démultiplie l'envie d'y aller. Voilà, gros câlin aussi, Nathalie. Dès qu'on se revoit, on fait des câlins. C'est bien, j'adore les câlins. Non, oui, il y a déjà, si déjà vous arrivez à être conscient, avant même de passer forcément à l'action, déjà d'être conscient quand vous parlez, quand vous vous positionnez, quand vous communiquez avec les gens, au moment où vous le vivez dans l'écoute active que vous pouvez avoir, déjà, ça vous permet de passer à un cap par rapport à ça. Donc, dans l'entreprise, je rajouterais quelque chose que je trouve important, c'est l'exemplarité. C'est pas le tout de dire plus de réunion le vendredi soir à 18h ou voilà. Il faut le faire, quoi. Et ça, c'est super important d'être cohérent dans ce que l'on va proposer. C'est ça comme ça qu'on optimalise notre environnement professionnel. Hein. C'est la cohérence, la réciprocité, l'empathie, la bienveillance sont vraiment des qualités très, très importantes. Favoriser l'expression des émotions de vos équipes aussi. Oui, il n'y a rien de dangereux hein, à jouer avec les émotions. Donc, on peut favoriser l'expression des émotions de nos équipes et on peut leur proposer des ateliers d'expression et de gestion, apprendre à transformer les émotions. Et je crois que dans cette période-là, ça va être primordial. Si on refuse de les voir, vous allez voir la bulle éclater. Hein. La bombe à retardement, elle va arriver. Oui, c'est ça. Il y a Marc qui pose la question, qui dit la situation est anxiogène, mais crée aussi un moment d'opportunité. Est-ce que tu as des astuces pour rappeler aux gens le côté positif de la situation? Parce qu'effectivement, on matraque tellement en disant que c'est catastrophique, c'est grave, c'est machin, etc. Il y a des gens qui ne sont pas forcément effectivement en capacité de voir le côté positif. Est-ce que tu as des clés par rapport à… Alors, c'est clair que toutes les situations de crise, elles favorisent toujours l'émergence d'opportunités. Et là, les entreprises, je vous disais en préambule que vous aurez 200 entreprises qui vont être sereines, rassurées, qui vont même inspirer de la sécurité. Ce sont des gens qui ont compris l'opportunité. Et vous aurez à côté les entreprises qui auront du mal. Vraiment, c'est parce qu'elles auront du mal à comprendre qu'il y a une opportunité derrière tout ça. Et ça, c'est une évidence. Alors, faire prendre conscience aux gens, comme dit Aurélie, c'est la clé. Mais pour faire prendre conscience aux gens, j'ai envie de te dire, Marc, je pense que la situation aujourd'hui, pour nos métiers à nous de coach, moi, je trouve qu'elle est extraordinaire. Parce que pour une fois, on remet l'humain au milieu, au centre, et pour une fois, on va parler des émotions. Parce qu'on ne parle que de ça, on ne parle que d'angoisse, que de peur et de crainte. Quand j'ai proposé le sujet à Aurélie, au début, je lui ai dit, écoute, ce serait bien qu'on mette ça comme… on parle de ça, on dit oh non, non, on ne va pas encore parler de ça. Et sauf que c'est ce qui ressort tout le temps. Et on met quand même ces mots-là, tu vois, dans les entreprises, on accepte maintenant d'en parler. Et moi, je trouve que ça, c'est un grand pas. C'est qu'aujourd'hui, cette situation inédite, elle a mis en avant que c'est très difficile de changer les comportements et qu'un comportement, il est généré par une émotion. Et que c'est sur cet axe-là qu'il va falloir travailler. Alors, ça va dans ce sens-là. Il y a Isabelle qui pose la question, y a-t-il des gens aussi qui ont un profil à voir les choses plutôt négatives? Oui. Donc, dans ce cas, comment faire pour les aider à changer leur vision? Il y a plusieurs aspects qui font ça. Tu as ce qu'on appelle ta chimie de ton cerveau, c'est-à-dire qu'on a des neurotransmetteurs. C'est une conférence aussi, c'est un sujet sur lequel je travaille. On peut tester d'ailleurs la qualité de tes neurotransmetteurs et on peut avoir un déséquilibre de nos neurotransmetteurs qui fait que malheureusement, on va plutôt être dans un état d'esprit qui va nous tirer vers le négatif. Et puis, il y a, je vous ai parlé du perfectionnisme, que c'est une typologie, sur les 6 typologies de grands caractères. Il y a quand même une catégorie de personnes qui a tendance à être perfectionniste, qui aiment que les choses rentrent dans les cadres. Et cette situation ne va faire qu'accentuer leur fonctionnement. Et c'est des gens que vous retrouvez souvent dans le bureau, dans la comptabilité, enfin, tout ce qui traite à base de tableaux, de planning, tous les gens qui aiment bien faire des listes, les métiers qui sont autour de ça.
eh bien, vous allez voir que ça risque de s'amplifier. Parce que c'est tout simplement un fonctionnement naturel et que dans un milieu insécure, on va vers ce que l'on connaît le mieux. Donc oui, il y a des tempéraments qui sont plus portés à l'anxiété que d'autres. Mais à la base, moi, je fais toujours le test sur les neurotransmetteurs parce que ça peut être juste, souvent, oui, c'est juste un déséquilibre de notre chimie, de notre cerveau. Beaucoup des dépressions, en fait, viennent d'un déséquilibre de neurotransmetteurs. Donc, avant maintenant de donner des antidépresseurs, on réalise ce test. Après, ça se rééquilibre. Nos hormones dans notre cerveau, nos neurotransmetteurs, ils se rééquilibrent par l'alimentation, l'activité physique. Il y a plein de choses, des compléments alimentaires qui permettent de ramener un équilibre. Et après, on peut montrer la voie, mais s'ils ne veulent pas la prendre, c'est très compliqué de faire à leur place aussi, ces gens-là. Complètement. Hein. Et puis, il faut toujours un petit noyau de gens un peu négatifs, sinon c'est absolument pas drôle. Donc voilà. Il n'y a pas de lumière sans la nuit des ténèbres. Hein, c'est ça, il faut une polarité dans les choses. Donc voilà. Il y a Marc qui dit qu'il y a aussi une grande différence qui vient du fait que les managers dirigeants affrontent le même danger, non chacun de son point de vue, le même danger que les employés. Et effectivement, ça, j'en ai discuté avec Huguette. On parle beaucoup des employés et il faut prendre soin des employés, mais aujourd'hui, moi, ce qui me pose problème, et dans tous les articles qu'on voit à droite et à gauche, c'est qu'on part du principe que les managers vont prendre soin des employés, et ça, j'en suis d'accord. Les dirigeants vont prendre soin des collaborateurs dans leur globalité, mais qui prend soin des dirigeants, qui prend soin des managers parce qu'eux aussi sont des êtres d'émotion, et eux aussi vivent de l'angoisse, et eux aussi vivent de l'anxiété. Et donc, le fait que tout le monde soit dans le même bateau ne doit pas, enfin, pour moi, ne doit pas effectivement s'envoyer la balle. Il n'y a pas quelqu'un qui est responsable de tout, tout le monde est responsable des uns et des autres. Moi, je vois avec les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille, il y a quand même quelque chose de très positif qui s'est manifesté, c'est que, on sent que les salariés s'inquiètent. Dans les entreprises, il y a une continuité du travail. Moi, j'ai plusieurs dirigeants qui m'ont dit pour la première fois, les salariés sont venus me dire ça va vous, patron, c'est pas trop dur. Et cette reconnaissance de la difficulté de diriger, c'est des petits mots, 5-6 mots, ça suffit pour leur donner le baume au cœur pour repartir. Parce qu'il y a aussi cette espèce d'indifférence par rapport à la difficulté du manager. C'est tout à fait ce que disait Aurélie et ce que dit Marc. Pour continuer de répondre à ta question, Marc, je te dirais que c'est le moment de mettre un supplément d'âme pour les managers, les dirigeants, dans ce qu'ils font. Et c'est ce qui va faire la différence, je pense vraiment. Et alors, je fais une parenthèse pour ceux qui s'intéressent sur l'état de santé des dirigeants, notamment des patrons de PME, TPE, indépendants, le milieu agricole aussi, parce que voilà, on a Mireille qui est là aussi, et il n'y a pas que les Gîtes du Buisson, ils ont aussi la ferme à côté. Mais il y a le laboratoire Amarok, si vous ne connaissez pas, qui vient de sonder plus de 2000 dirigeants sur leur état émotionnel et psychologique. Les chiffres sont quand même un peu stressant, on va dire, parce que en fait, les dirigeants vont aussi sortir de la crise sanitaire pour basculer dans la crise économique. Et donc, du coup, le soutien émotionnel entre collaborateurs, dirigeants, managers, enfin, toute la population d'une entreprise va être d'autant plus nécessaire et importante. Alors, il y a deux choses aussi. Savoir que tout ce qui vient d'être dit, pour continuer de répondre à Marc et à Aurélie, bien entendu, moi j'ai envie de dire c'est d'abord les managers qui doivent bénéficier de ce travail-là et qui peuvent à Maroc. Ouais, je le mets. Ouais. Qui doivent bénéficier de ces formations à l'intelligence émotionnelle, à la gestion de soi, comment gérer leurs propres émotions. Tu ne peux pas aider à gérer les émotions des autres si toi-même tu n'es pas en capacité de te créer une self-place et d'être raccord avec toi-même. Hein. Donc bien entendu que ces outils-là, ils se déclinent, moi je dis d'abord, pour les gens qui ont une responsabilité. Je veux juste dire que nous, on a fait la même enquête auprès des entreprises du bassin Vanté et on s'est aperçu que les dirigeants on a dû différencier la question. Est-ce que vous avez le moral? Et parce qu'en fait, on a eu une réponse qui est revenue fréquemment. Les gens disaient, mais si vous parlez du moral financier, ben, nous, ça va bien. Au niveau financièrement, on a de quoi tenir. Nos investissements sont déjà payés. Par contre, le moral, la santé morale, ça ne va pas. Et pourtant, j'ai ma trésorerie, mon compte en banque est plein, je vais voir venir. Mais moi, je ne me sens pas bien
parce que finalement, je suis dans la sécurité. Et du coup, on a dû refaire le sondage pour différencier les deux notions, et entre la santé financière et la santé morale du dirigeant. Et on s'est aperçu que les dirigeants qui avaient une très bonne santé financière, eh bien, en fait, le moral était complètement en berne. Donc, c'est vraiment à prendre en compte parce que ça aura des impacts et des effets à suivre. Effectivement, cette crise nous amène à être vraiment unis et solidaires, voilà, et pas le clan des dirigeants et le clan des salariés, de façon à ce qu'on puisse tous avancer et relever la tête ensemble et en prenant en compte effectivement les états émotionnels de chacun. Donc voilà. Il est déjà 15h27, donc nous avons voilà, nous avions envie déjà de vous parler de la notion de récupération comme les sportifs, mais ça va être un peu court. Voilà, moi j'aurais juste en une phrase vous dire que, écoutez, vous avez vu, hein, tous les sportifs, même le petit sportif, même vous, quand vous allez faire votre footing ou votre petit tour à vélo ou vos abdos, vous accordez un temps de récupération. Imaginez un sportif, je ne sais pas, comme Martin Fourcade, si vous connaissez biathlète ou les gens qui font des grandes expériences sportives, ils s'accordent systématiquement un temps de récupération. Il est hors de question de donner de la performance la fois suivante s'il n'y a pas eu le temps de récupération. Donc, je crois que c'est Aurélie qui, dans un échange, me dit il y a les sportifs de l'entreprise, mais tout à fait. Et les sportifs de l'entreprise, ils ont eux aussi besoin d'un temps de récupération. Et pour répondre à Marc, je pense que cette période aussi, elle a appris aux gens à comprendre qu'ils avaient du temps, parce que quand même, l'ennemi numéro 1 du dirigeant, c'est le manque de temps. Et là, tout d'un coup, ils ont eu du temps. Ils ont dû organiser leur temps différemment. Et pour certains, ils ont commencé à s'accorder du temps et c'est peut-être juste une de ces bonnes petites habitudes qu'il faudrait apprendre à conserver. Et je pense, alors, il y a un effet qui est intéressant, c'est qu'il faut à notre cerveau 21 jours d'une habitude répétée chaque jour pour qu'il commence à l'engrainer. Et là, on a passé largement les 21 jours. C'est pour ça aussi qu'il y a un changement qui est en train de s'installer. C'est que ça fait plus de 21 jours qu'on est en train de modifier nos habitudes. Alors, il y a une difficulté dans la structuration de nos journées, de notre temps. Sauf que ceux qui ont commencé à mettre des habitudes durant cette période, le cap 21 jours étant passé, on va commencer à pouvoir continuer, si tu veux, avoir envie de conserver cette habitude. Et franchement, la récupération, c'est une faute professionnelle de ne pas s'accorder une récupération quand on est manager. Moi, je dis, hein, c'est vraiment de la faute professionnelle. On doit s'accorder tous les jours au moins 20 minutes de temps avec soi-même. Je sais plus, c'est un grand chef d'entreprise qui disait ça. Considérait que les membres de son bureau, s'ils ne s'accordaient pas 20 minutes de temps à eux-mêmes par jour, ils commettaient une faute professionnelle. Donc, si on a un bon guide, un bon dirigeant, un bon leader, on va s'accorder un temps de récupération. Il faut bloquer ça dans son agenda. Même qu'on soit dirigeant ou pas dirigeant d'ailleurs. Hein. Même si on n'est pas dirigeant, on peut le faire. Hein. Bien sûr, qui que ce soit doit se l'accorder. Voilà. Donc, voilà. Cette période, elle nous a appris ça. Moi, je pense qu'elle nous a appris à être plus à l'aise, à remaîtriser notre temps différemment. On s'aperçoit qu'avoir beaucoup de temps, ça peut être désagréable aussi. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on termine? Parce qu'en fait, voilà, il est 15h30, donc je ne voudrais pas prendre le temps toute l'après-midi. C'est vrai qu'on pourrait parler de ce sujet-là toute l'après-midi, tellement c'est passionnant. Mais il faut voilà, tout plaisir à une fin. Sachez quand même toutefois que nous, avec Nuget, c'est la première fois qu'on est à notre façon de faire. On avait déjà fait une conférence sur les neurosciences au mois de janvier à Rennes. Nous avions prévu le 12 mai une conférence sur l'intelligence émotionnelle sur Rennes aussi. Il est bien évidemment c'est reporté parce qu'effectivement, dans le contexte actuel, c'est compliqué. Probablement en septembre, il faut que je revoie avec Nuget, mais j'aimerais bien que ce soit la date de septembre, le dernier mardi de septembre, si les conditions sanitaires et économiques nous permettent. Voilà, sinon, on finira par le faire par Skype, ou par Zoom, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas, on se donne la chance de le faire pour le mois de septembre. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Non, tout le monde est ravi des conférences que vous présentez. Merci Isabelle, merci Emma aussi pour ton merci. Merci à tous pour ce webinaire. Ouais, merci aussi, merci de tout. Alors, sauf ceux qui sont en télétravail, Isabelle, merci pour tous tes conseils. Le télétravail, on peut aussi prendre du temps. Hein.
Oui, Isabelle, je pense que tu as même une opportunité. Alors, c'est vrai que les gens qui sont en télétravail, il y a une enquête qui montrait qu'il y avait 20% de qualité de travail en plus. En fait, le télétravail produisait une vraiment meilleure qualité de travail. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait, ce que certains dirigeants pourraient croire. Mais accorde-toi du temps, Isabelle. Rappelez-vous, hein, c'est vous qui êtes en capacité de prendre le pouvoir et le contrôle sur votre. On est le dirigeant de nos vies. Hein. Et on voilà. est le dirigeant de nos vies, professionnelles et personnelles. Donc, c'est nous qui décidons. Alors, tout dépend des injonctions de l'employeur. Oui, certes aussi. On va l'éduquer. Tu me l'envoies. Voilà. Donne-lui le nom de Muguette. Mais oui, on sait qu'il y a des entreprises qui n'étaient pas. C'est toujours pareil. Ceux qui ont basculé, on va terminer là-dessus, mais tous ceux qui ont basculé dans le télétravail du jour au lendemain sans préavis, vous ne voulez pas y aller, n'étaient effectivement pas prêts et n'ont pas du tout réfléchi à ça. Et on sait qu'il y a des dirigeants aujourd'hui. Moi, j'ai des témoignages de dirigeants qui ont demandé à leurs salariés de laisser la webcam allumée pour vérifier ce qu'ils font. Enfin, des comportements comme ça. C'est parce qu'eux-mêmes ont des angoisses et des anxiétés. Donc, effectivement, donnez-leur le nom de Muguette qui viendra avec grand plaisir s'occuper de leurs émotions et leur apprendre à effectivement se créer des safe places. Donc, voilà. Et oui, Marc, à la rentrée, il y aura tout autant besoin de parler d'émotions. Effectivement, on sera toujours dans une période délicate. Donc voilà. En tout cas, merci à tous de votre participation. Merci de m'avoir écouté. On vous tient au courant. Vous êtes maintenant dans notre base de données, entre guillemets, pour les prochains rendez-vous qu'on pourrait avoir. Donc, on vous les transmettra. Je ne sais pas s'il y aura d'autres Zooms. Je pense que là, dans les 15 jours qui viennent, on ne va pas trop solliciter les gens parce qu'il y aura d'autres priorités dans les entreprises et pour les organisations de chacun. Parce qu'il va y avoir une nouvelle façon de faire encore pour beaucoup. Donc, en tout cas, bonne reprise à ceux qui retournent dans leurs entreprises. Bonne continuation pour ceux qui sont en télétravail. Bonne continuation à ceux qui sont encore chez eux et qui vont continuer chez eux. Parce qu'il y en a, je sais qu'il y a des indépendants parmi nous. Les gens de l'événementiel et du tourisme, parce que normalement, il y a Mireille qui est dans le tourisme. Et normalement, il y avait une agence émotionnelle aussi, on peut faire ça aussi. Une agence événementielle qui était parmi nous. Bon courage à vous, parce que c'est aussi très compliqué pour vous dans le contexte actuel. On pense bien à vous et bonne continuation. Un dernier mot, Muguette, pour clore. Merci de votre participation. Puis surtout, voilà, prenez soin de vous. Créez vos self-places, amusez-vous avec vos émotions et vous allez voir, ça va être génial. Vous allez sortir beaucoup plus fort de tout ça. Soyez à l'écoute et jouez avec vos émotions. Voilà. Merci à vous. Merci Aurélie. Merci à toi Aurélie surtout. À très vite. Merci de votre participation et je vous envoie le replay dès que possible par email. À bientôt tout le monde. À bientôt.